Oui. Dans mon équipe, nous, on utilise des approches de modélisation, je dirais, pour essayer de mieux comprendre l'impact des changements climatiques sur les écosystèmes forestiers. On a affaire aujourd'hui, il faut comprendre qu'avec les changements climatiques, on a affaire à une expérience naturelle qui est, du moins anthropique, qui est sans précédent. Et puis, on n'a pas les moyens traditionnels en sciences, ceux de l'expérimentation où on peut comparer un traitement contrôle avec la réalisation d'une expérience pour essayer de comprendre ce qui se passe. On doit plutôt se projeter dans le temps pour réussir à aller anticiper ce qui va survenir. Et puis, les écosystèmes forestiers en particulier c'est un écosystème qui est très lent. C'est très difficile à étudier expérimentalement. Alors, l'approche par modélisation, ça nous permet d'aborder des angles, le problème d'un angle qui nous serait autrement inaccessible. Nos modèles sont alimentés par des données, sont aussi solidement ancrés, et ça c'est une marque de notre laboratoire, je dirais. Ils sont ancrés dans la théorie écologique, de façon à ce qu'on comprenne un peu mieux les mécanismes puis les sorties des études qu'on va réaliser. Pour illustrer ça, je dirais, moi, mon exemple favori, là, celui que j'aime le plus le prendre parce que j'ai une affection particulière pour cette espèce-là, c'est le cas de l'érable à sucre. Je suis même, dans mes loisirs, producteur de sirop d'érable, alors j'ai vraiment une affection particulière pour cette espèce-là. Et les modèles assez traditionnels qui essaient de projeter le climat futur qui va être favorable à la croissance de l'érable à sucre, ces modèles-là, ils suggèrent que l'érable à sucre, on pourrait le retrouver jusqu'à la baie d'Ungava d'ici une centaine d'années, ce qui est évidemment non réaliste. Alors, on a dû pallier à ce problème-là et développer une nouvelle génération de modèles pour essayer de comprendre en fait à quelle vitesse l'érable à sucre va se déplacer vers le nord et où est-ce qu'on va le retrouver dans cet horizon d'à peu près 100 ans. Et ce qu'on retrouve, en fait, c'est contrairement au déplacement de l'enveloppe climatique qui est favorable à l'érable à sucre, ce qu'on retrouve, c'est que l'érable à sucre, en fait, lui, il ne fera pas beaucoup de chemin. On parle de quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres vers le nord, pas plus que ça. Et ça a pour conséquence qu'il va y avoir une tension croissante, si on veut, entre où l'érable à sucre va pouvoir se trouver dans le futur et puis où on va le trouver dans la réalité, dans le futur. Et puis, il va y avoir nécessairement des forêts qui risquent d'être mal adaptées. Et puis là, ça nous mène vers une deuxième question. En fait, ces forêts qui sont là en ce moment, c'est la forêt boréale essentiellement, qui se trouverait à être normalement remplacée par l'érable à sucre. Elle va rester là parce que l'érable à sucre ne parviendra pas à coloniser ces forêts-là. Et là, ça suggère des nouvelles questions. Qu'est-ce qui va arriver avec cette forêt-là? Il va falloir l'étudier à nouveau pour essayer de comprendre un peu plus le futur de ces forêts-là. Il est susceptible d'y avoir des perturbations, des épidémies d'insectes, des feux qui vont causer des problèmes. Et puis, ça va être la nouvelle génération d'études qui vont permettre d'aborder ce problème-là. Oui, en ce qui a trait à l'aménagement forestier, c'est le dernier volet, si on peut dire, de notre programme de recherche. On a un volet qui est un peu plus fondamental, qui essaie de comprendre la distribution des forêts, un deuxième volet où on essaie de faire des scénarios futurs de distribution, et puis un dernier volet qui est d'évaluer si l'aménagement forestier, si on a des moyens d'action, l'homme, pour réduire les écarts. Alors, je vous parlais précédemment d'une tension croissante entre où on pourrait retrouver l'érable à sucre et où on va le trouver dans la réalité. En fait, on a des moyens d'action, l'homme, pour essayer de réduire cette tension-là. Et c'est des moyens d'action qui sont là depuis longtemps dans la trousse des sylviculteurs.
Alors, dans la trousse des aménagistes, de ceux qui travaillent la forêt, alors la plantation, par exemple, peut facilement, rapidement venir pallier à des problèmes de dispersion chez ces espèces-là, mais aussi par l'ouverture de la forêt, aussi bizarre que ça puisse paraître, l'intervention de l'homme par la coupe de bois en forêt peut accélérer la succession naturelle et tout le processus de réarrangement de la forêt qu'il va y avoir, qui va faire suite à une augmentation des températures. Alors, il y a vraiment plusieurs outils que le sylviculteur a à sa disposition et puis, ce sera possiblement accessible à l'homme, tout dépendant des cibles qu'on va se donner, d'aller minimiser cet écart-là et s'assurer que la forêt elle, suive la distribution qui lui correspond.